remportée par Frank Host, un autre Belge. Pour la première fois depuis les élections européennes, les responsables socialistes sont réunis en comité directeur. Ils analysent la nouvelle situation créée par le dernier scrutin. Marcel Rigout jette un pavé dans la mare du PC. Le ministre communiste estime que son parti est aujourd'hui en danger s'il ne change pas rapidement. Coup d'État manqué en Bolivie, le président de la République a été séquestré par des officiers rebelles, mais le reste de l'armée n'a, semble-t-il pas, suivi les putschistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les coureurs du Tour de France entraient aujourd'hui dans le vif du sujet pour la première étape qui ne quittait pas la région parisienne et se terminait à Saint-Denis. Déjà un changement au classement général puisque c'est le Belge Ludo Peeters qui a ravi le maillot jaune à Bernard Hinault. Cela dit, ce n'est pas une trop mauvaise affaire pour le coureur français. Lionel Chamoulot. Hinault l'avait annoncé, il ne prendrait pas de risque aujourd'hui pour défendre son maillot jaune. 148 km 500 sur un circuit extrêmement tourmenté, 40 communes à traverser, au milieu d'une foule considérable, environ 1 million de spectateurs. Cette première étape était décidément trop dangereuse. Ce sont alors les coureurs belges qui ont animé la course. Tout d'abord, Ludo Peeters. Il sort du peloton, une longue échappée de 120 km, et grâce aux bonifications, il est maillot jaune et peut se laisser remonter par le peloton. À Saint-Denis, c'est une arrivée au sprint qui s'annonce. Les hommes les plus rapides du peloton apparaissent en tête, parmi eux Castin, Kelly, Host et Plancart. Et c'est finalement le Belge Frank Host sur la gauche qui l'emporte devant Jean-François Rowe et Alain Paper, un Australien. Ce soir, Peeters est maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur Host, 8 sur Paper. Bernard Hinault est 4e à 9 petites secondes. Demain, la deuxième étape entre Bobigny et Louvreuil, 249 km. Alors ça c'est donc pour les messieurs, car pour la première fois depuis 30 ans, il y avait aussi des dames au départ de ce 71e Tour de France. Elles sont sans doute plus discrètes que les messieurs, mais elles sont bien là. 6 équipes féminines composées chacune de 6 concurrentes. Seule concession, elles auront droit à un parcours spécialement conçu pour elles. Brigitte Duvauchel. Vas-y, Bobette! Il y a bon nombre d'années que les femmes pratiquent le cyclisme en compétition. Et l'on se souvient de Geneviève Gambillon, Josiane Bost et Jeannie Longo. Mais cette année, fait historique, le cyclisme féminin enfonce la grande porte. Première participation aux Jeux Olympiques à Los Angeles et 80 ans après les hommes, premier Tour de France. Les 36 participantes auront 1 millier de kilomètres répartis en 18 étapes à parcourir d'ici le 22 juillet, où elles finiront en beauté sur les Champs-Élysées. Un mini-tour de France, non, lorsque l'on sait qu'elles devront grimper le col de Jouplane et la Plagne. 5 pays sont présents à ce premier tour, Canada, Pays-Bas, Grande-Bretagne, États-Unis et la France avec 2 équipes. Si, toute le track, c'est normal, parce qu'elles ont envie de bien faire. Hein. Alors, elles savent d'abord qu'on les guette au tournant, on leur a dit, tout le monde leur a répété. Aux États-Unis, les cyclistes femmes sont plus connues que Greg LeMond, question de mentalité. J'ai l'impression que ce soit dans tous les sports en France, les femmes sont moins admises. Il y a encore le petit truc qui fait que les hommes gardent le dessus. J'espère qu'on ne va pas être trop honteuse, mais c'est peut-être mieux cette année que c'est un peu moins long avec la participation actuelle. C'est peut-être mieux que c'est pas trop dur. C'est leur marraine, Madame Edwijavis, qui coupe le ruban et c'est parti pour la première étape de 64 km Bobigny-Saint-Denis. Le peloton reste groupé, les Hollandaises en orange, spécialistes du plat, mènent la course à près de 45 km/h de moyenne. Maïka Vik, 27 ans, l'emporte, deuxième une autre Hollandaise, Petra de Bruyne. Les Françaises Christine Valère et Valérie Simonet se classent 4e et 9e. Les Hollandaises, tous les temps, on n'avait même pas le temps de boire. Et l'ambiance dans le peloton, les filles entre elles. Oui, était très bonne, agressive, un peu de... Mais si vous gardez ce rythme, vous n'arriverez jamais le 22 juillet sur les Champs-Élysées? Bien sûr que si. La question piège.
Les employés de Creusot-Loire attendent toujours de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, car c'est sur le sort de l'entreprise que l'on se penche maintenant, après la polémique de ces derniers jours et la mise en règlement judiciaire de Creusot-Loire. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, M. Roland Dumas, a rappelé que le gouvernement recherchait des solutions pour régler le problème, des solutions qui vont dans 3 directions: régler le problème industriel, le problème financier et la question sociale. Et puis, pour la première fois, François Mitterrand est intervenu dans cette affaire. Le chef de l'État était dans la Nièvre et il s'est étonné que les intérêts privés ayant été garantis, ce soit à l'État qu'on demande de payer les pertes de la société. Et lorsque l'on dit, eh bien, ce sont les responsables dans une société comme la nôtre qui doivent d'abord faire l'effort qui convient, parfois surpris de constater que c'est du côté de l'État qu'on se retourne. L'État abhorré, l'État dénoncé, l'État que l'on accuse toujours de vouloir dépasser sa propre mesure. Et voilà que c'est à lui qu'on dit pourquoi ne faites-vous pas ce qui nous permettrait de survivre, étant bien entendu que les intérêts en les circonstances, les intérêts privés, ont été garantis, ne bénéficieront de ce côté-là. C'est à l'État qu'on demande de payer les pertes. Le comité directeur du Parti socialiste est réuni aujourd'hui et demain. C'est la première fois que les responsables socialistes se retrouvent depuis les élections européennes du 17 juin dernier. C'est donc le moment de faire le point et de discuter sur la stratégie à venir du parti. Avec déjà une mise en garde du numéro 2 du PS, Jean Popren, qui estime que la pire des choses serait de changer de ligne alors que la réussite n'est pas encore assurée. Daniel Brem suit pour nous ces travaux. Nous avons 18 mois devant nous pour redresser la barre, constatent les membres du comité directeur, mais ce n'est pas commode quand le cap est fixé par le commandant à l'Élysée. Bon, il n'y a pas de pavé dans les vitres, mais en même temps, il faut quand même se faire entendre, quoi. Non, écoutez, il faut qu'on dise des choses au gouvernement, sinon, quoi. Enfin, franchement, si on dit rien au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait ici, hein, monsieur ? La critique est plus feutrée qu'à l'habitude et on peut discuter sans se disputer au point d'oublier l'action, a-t-on entendu. Jean-Pierre Chevènement souhaite même la disparition des clivages imbéciles. Pour nombre d'orateurs, la solution passe par un changement de gouvernement assorti d'un nouveau contrat avec le pays. Et ce contrat, Pierre Joxe propose au parti de l'élaborer dès maintenant pour les élections de 86. Là encore, le CRS qui veut de l'audace pour provoquer un électrochoc se tourne vers le chef de l'État. Si le comité directeur et le Parti socialiste ont un rôle important à jouer, c'est aussi au chef de l'État, au gouvernement, d'impulser de façon à ce que la gauche et au-delà, les Français se rassemblent pour réussir. Le point de rassemblement de tous les courants passe aussi par le traitement prioritaire de l'emploi dans le budget 85. Jacques Delors a fait des promesses. Mais l'intervention attendue est celle de Lionel Jospin. Elle sera tardive compte tenu de la vingtaine d'orateurs encore inscrits. Et la synthèse ne sera pas facile. On s'est beaucoup interrogé ces derniers jours sur ce qui s'était vraiment passé au dernier comité central du Parti communiste. Le rapport présenté ne retenait en effet aucune critique sur la direction ou sur la stratégie du PC, malgré le désastre des dernières élections. On avait pourtant dit qu'un débat interne assez vif avait eu lieu au cours de ce comité, mais les responsables du PC étaient demeurés très discrets sur ce sujet. Aujourd'hui, Marcel Rigout, qui est l'un des ministres communistes du gouvernement, Marcel Rigout apporte des précisions fort intéressantes, puisque, pour lui, le Parti communiste est à la veille d'une véritable révolution culturelle, et il ajoute, c'est le seul moyen de sauver le parti. Bref, il confirme qu'il y a des accords extrêmement profonds à la direction du PC. Patricia Charnolet. Oui, absolument, et on peut même parler, Bernard, ce soir de révélation, car les propos tenus par Marcel Rigout, tels qu'ils sont rapportés par l'agence France Presse, vont beaucoup plus loin que les quelques communiqués publiés par le Parti communiste. Officiellement, le Parti communiste, rappelez-vous, expliquait son échec électoral uniquement par rapport à la politique du gouvernement. C'était, si vous voulez, on a payé la politique de rigueur. Or, Marcel Rigout, lui, dit tout autre chose. Il estime cette analyse politique tout à fait insuffisante. Il affirme qu'il faut une rénovation dans le fonctionnement du parti, une amélioration de la vie démocratique, un démarquage beaucoup plus net vis-à-vis de l'URSS. Il dit même que Georges Marchais a été mis en cause plusieurs fois. Georges Marchais, dit-il, est pour un certain nombre de communistes l'homme de l'échec et il pourrait difficilement symboliser une ouverture.
Alors pourquoi M. Rigout se livre-t-il ainsi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, les journalistes lui ont posé la question à Rome et il a répondu « Je suis, a-t-il dit, sans ambition personnelle, il faut prendre le taureau par les cornes et tout faire pour sauver le parti. » En tout cas, ces propos traduisent bien l'existence de deux courants au sein du Parti communiste aujourd'hui, un courant conservateur et un courant réformiste. Pour la première fois depuis longtemps, la partie ne semble pas jouer à l'avance pour l'avenir du Parti communiste. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a aujourd'hui, on peut le dire, une division au sein du parti. Reste à voir comment tout cela sera digéré par les militants communistes eux-mêmes. Certains diront c'est très bien, vous voyez, on discute au Parti communiste. D'autres regretteront cette mise à nu. Nous aurons l'occasion d'en reparler après le week-end. L'Association pour la Corse française et républicaine, la CFR, avait appelé à manifester aujourd'hui à Ajaccio pour protester contre le terrorisme et la violence. Il y avait entre 13 000 et 30 000 personnes, selon que l'on prend les chiffres des organisateurs ou ceux de la police. Sur place, Hervé Brusini. Après Calvi, Porto Vecchio et Bastia, Ajaccio est donc cette année le 4e grand rassemblement organisé par la CFR, entendez l'Association pour la Corse française et républicaine. Ils sont 13 000 selon la police, 30 000 selon les organisateurs, à scander FLN assassin, FLN t'es foutu, la CFR est dans la rue, Corsica Francaise et la Corse est française, autant de slogans qui traduisent la volonté d'un mouvement né l'été 83 au petit village de Cargèse. Plusieurs habitants s'étaient alors opposés à la représentation d'un groupe de chanteurs nationalistes. Face à la préfecture, considérée comme un symbole de l'État français, ils entonnent la Marseillaise, façon pour eux de réaffirmer leur attachement à la République. Derrière les dirigeants de la CFR, le monde politique est également présent. Plusieurs sénateurs, députés, maires. Et puis sur la place Foch, l'heure est au discours. Le sénateur d'Ajaccio, Charles Ornan, s'adresse alors directement aux indépendantistes. Je croirais que vous êtes capable de comprendre si les intérêts de la Corse, que vous prétendez être le moteur de votre action, étaient la véritable inspiration. Mais cette inspiration est ailleurs, et c'est aujourd'hui chose évidente. Elle est en Libye, ou chez les Palestiniens, dont vous utilisez les camps pour vous entraîner. Et elle est, de toute manière, dans une vaste entreprise de déstabilisation de la Méditerranée. Mais, je dis simplement tout haut et solennellement, ce que j'entends quotidiennement dire autour de moi. Les choses en sont arrivées à un stade où, si vous persistez, vous allez devoir rendre des comptes. Vous n'avez pas le monopole de la folie et nous n'avons pas celui de la sagesse. Le responsable du mouvement CFR revendique 30 000 adhérents. Aujourd'hui en tout cas, tous ces adhérents ont montré qu'il fallait compter avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Les députés ont adopté définitivement plusieurs projets de loi. Il s'agit entre autres des textes autorisant la publicité sur les radios locales privées, ainsi que le projet de loi instaurant un titre unique de séjour et de travail pendant 10 ans pour les étrangers vivant en France, 2 textes qui avaient été repoussés par le Sénat. Pierre Mauroy a rencontré aujourd'hui le pape, une rencontre fort attendue après les déclarations de Jean-Paul II qui avait évoqué la querelle scolaire en France en demandant à l'État d'assurer la liberté de l'enseignement. Pierre Mauroy avait immédiatement répondu que c'était exactement ce que prévoyait le projet de loi Savary. Aujourd'hui, les deux hommes sont restés un peu plus d'une demi-heure en tête-à-tête. Victor Vraman. Il s'est passé quelque chose de tout à fait inhabituel aujourd'hui au Vatican. Alors qu'il n'y a jamais de communiqué à l'issue d'un entretien privé avec le pape, ce qui était le cas pour Pierre Mauroy, le Vatican a tenu à faire savoir qu'il soutenait l'épiscopat français et il rappelait le Vatican que l'école était un droit et un devoir pour l'Église. Et cela 1 heure à peine après la rencontre Mauroy-Jean-Paul II. Certes, et comme nous l'indique cette photo, l'entretien a été tout à fait cordial. Compliments et échange de cadeaux. Mais enfin, et après avoir lu ce communiqué du Vatican, on peut imaginer que Jean-Paul II a dit ce qu'il pensait, et il a même tenu à ce qu'on le sache. Le communiqué rappelle que la position de principe de l'Église catholique est contenue dans les prises de position de l'épiscopat français, mais aussi dans le discours que le pape a prononcé à Saint-Pierre jeudi devant la curie romaine. Un discours lié à une situation préoccupante dans certains pays, sous-entendu y compris la France.
Pierre Mauroy, de son côté, met à un déjeuner en l'honneur du cardinal Casaroli, le secrétaire d'État du Vatican, a déploré les manifestations excessives d'où qu'elles viennent, tout en précisant que la gauche française a essayé de se rapprocher des chrétiens. Mais enfin, cette visite de Pierre Mauroy au Vatican aura été, pour Jean-Paul II, une occasion de faire savoir, et de manière solennelle, à quel point il était préoccupé par l'état de l'enseignement religieux dans les écoles publiques ou privées. Et dans une interview accordée à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Monseigneur Lustiger demande une nouvelle fois au gouvernement de reprendre son texte sur l'école et de renégocier les points litigieux. Sinon, ajoute-t-il, on s'expose à des réactions très dures des responsables de l'enseignement catholique. Un coup d'État semble-t-il avorté en Bolivie. 2 officiers d'un régiment rebelle, qui avaient déjà fait parler de lui, ces 2 hommes, ont séquestré ce matin le chef de l'État bolivien, le président Siles Suazo. Ils espéraient ainsi déstabiliser le régime. Apparemment, le putsch n'a pas eu de suite, les autres régiments demeurant fidèles au président élu. Nous sommes parvenus à joindre par téléphone le consul de France à La Paz. La situation en ville paraît tout à fait normale, puisque les magasins, les transports en commun fonctionnent, les taxis également, et l'aéroport de La Paz est ouvert aux vols domestiques et aux vols internationaux. Les radios ont leur programme normal ? Les radios ont le programme normal, seulement une radio a annoncé ce matin un coup d'État à 5 heures du matin. Les autres radios n'avaient pas encore mentionné plus tard dans la matinée. Vous n'avez donc pas l'impression qu'il y a vraiment un coup d'État? Non, apparemment non. Le président Suazo a son retour d'exil en octobre 82. Ce jour-là, la démocratie vient de l'emporter en Bolivie après 18 ans de régime militaire. L'armée doit remettre le pouvoir aux civils, une armée incapable de résoudre les difficultés du pays, une armée déconsidérée sur le plan international car liée aux trafiquants de cocaïne. La première déclaration du président Suazo au peuple bolivien, nous allons enfin établir une démocratie viable. Quelques jours plus tard, le président remplace la totalité du haut commandement par des officiers qui affirment leur fidélité à la Constitution. Mais la partie de l'armée défaite par le mécontentement de la nation bolivienne n'en continue pas moins de conspirer jusqu'à cette tentative de coup d'État d'aujourd'hui. Une deuxième difficulté pour le président Suazo, la grave crise économique héritée du pouvoir militaire. 5 millions d'habitants sur une superficie double de la France, une seule richesse l'éteint. Ce pays enclavé, l'un des plus pauvres au monde. Tellement pauvre qu'au début de ce mois, le président Suazo a décidé de suspendre le remboursement de la dette privée bolivienne, une dette de près de 4 milliards de dollars. Troisième difficulté, les conséquences sociales et politiques de cette crise. À la lune de miel des premiers mois entre les syndicats et le gouvernement de centre-gauche succèdent de sérieux affrontements. Surtout depuis avril dernier, où le gouvernement prend de sévères mesures d'austérité. Oui, une dépêche en provenance de Caracas m'apprend qu'un officier bolivien a révélé à des diplomates latino-américains, des Vénézuéliens, le lieu où était détenu le président Siles Suazo. La grande migration de l'été a commencé depuis hier soir. Des millions de Français se sont lancés à l'assaut du macadam, un va-et-vient qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août avec des moments chauds comme aujourd'hui par exemple. Et déjà des accidents malgré les conseils de prudence qui sont donnés chaque année. Premier départ, premier bouchon. 5 millions de vacanciers se retrouvent sur les routes ce week-end. Une situation classique qui provoque de nombreuses difficultés. Plusieurs accidents déjà sur la route des vacances. Le plus spectaculaire, à 7 heures ce matin, sur l'autoroute A10, à 60 km au nord de Bordeaux. Gênés par le brouillard, plus de 100 véhicules se sont encastrés les uns dans les autres. Des blessés, une vingtaine, heureusement légèrement atteints. L'accident a provoqué un bouchon de 16 km. Il a fallu plus de 2 heures pour rétablir la circulation sur l'axe Paris-Bordeaux. Un peu plus au sud, sur la nationale 10, près de Dax, 2 carambolages entre une vingtaine de voitures ont fait 1 mort et 30 blessés. L'accident le plus tragique de ces premiers départs s'est produit près de Nantes la nuit dernière. 2 voitures se sont percutées de plein fouet, bilan 5 morts et 2 blessés graves. Soyez donc prudents, ce qui compte c'est d'arriver. Et puis si cela ne suffit pas, eh bien sachez que les compagnies d'assurance ne vous feront plus de cadeaux. Elles viennent de revoir les conditions des fameux bonus et de leurs cousins tristes, les malus, qui viennent modifier vos primes à chaque accident. Geneviève Moll.
Malus unique à partir de demain pour les mauvais conducteurs, 25% de la prime de base par accident. Si la responsabilité est partagée, le malus est divisé en deux, 12,5%. De plus, les chauffards ont gagné le gros lot. Au bout du 8e accident, ils ne paieront plus que 250% de malus. Les anciens tarifs étaient plus sévères pour les fous du volant, 10% pour le premier accident, 60% pour le second, 100% pour le troisième et 100% pour chaque accident supplémentaire. Les bons conducteurs, en revanche, sont pénalisés. À partir de demain, le bonus sera de 5% par an, il sera plafonné à 50% et il faudra 13 ans pour atteindre le plafonnement maximum. De plus, la prime ne sera plus calculée sur la prime de base, mais sur celle de l'année précédente. Auparavant, le bonus était de 10% durant les 2 premières années et de 5% les années suivantes. Les 50% de bonus étaient capitalisés au bout de 8 ans et les primes étaient calculées sur la prime de base. Les économies vont directement dans les caisses des assurances. Mauvaise journée pour les Français à Wimbledon. Guy Forget a été éliminé par l'Équatorien Gomez en 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 1-6 et 9-7. Le Français s'est bien défendu, tout comme Cathy Tanvier, éliminée par Anna Mandlikova. Mais nous commençons par les vedettes. Lionel Chamoulot. McEnroe au-dessus du lot. Sur le gazon londonien, il semble imbattable. L'Australien Mazur en sait quelque chose. Première manche, 6-0 pour l'Américain. Les deux autres sets seront plus disputés, 6-4, 6-3, mais à Wimbledon, on se demande qui peut empêcher McEnroe de remporter pour la 3e fois l'Open britannique. Chez les dames, Catherine Tanvier est passée près de l'exploit face à Anna Mandlikova, tête de série numéro 3. Catherine Tanvier, pour sa première sortie sur le célèbre central de Wimbledon, a montré qu'elle n'était pas qu'une joueuse de fond de court. Elle a même marqué le plus bel échange du match. Mandlikova remporte tout de même le premier set 6-4. Les deux joueuses iront jusqu'au tie-break dans la deuxième manche, balle de match, et Catherine Tanvier reprend un lob qui sortait. La Tchécoslovaque remporte le tie-break 7-4, dommage mais encourageant tout de même pour la meilleure joueuse française. Le tiercé de ce week-end avec les résultats de celui qui se courait aujourd'hui à Évry, 6, 5 et 16, ce qui rapporte pour 5 francs placés dans l'ordre, 11 480 francs et 2 296 francs pour 5 francs placés dans un ordre différent. Demain, c'est un autre tiercé qui se court à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Eh bien, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se jouera le tiercé de dimanche dans le handicap de Saint-Cloud. Il s'agit d'une course longue de 2800 mètres qui s'adresse aux chevaux, aux juments et aux chevaux hongres âgés de 4 ans. Le terrain sera certainement bon. Et la particularité de la course est de se dérouler corde à gauche. Alors il y a des chevaux spécialistes de ce genre d'épreuve, et ces chevaux nous les connaissons bien. Il y aura Margello par exemple, Mantelkes, Monsieur Ditton, et puis Mehdi que vous voyez ici. Mehdi qui est entraîné par Pierre Biancone, et que je mettrai en 3e position dans le pronostic que je vous propose maintenant. Matin d'été, le numéro 5, Monsieur Ditton, le numéro 12, Mehdi, le numéro 9, Plein Joubeau, le numéro 14, Margello, le numéro 1, Berrymore, le numéro 2, Quelle belle fille, le 4, et Champ de Paix, le numéro 15. Je répète leurs numéros, 5, 12, 9, 14, 1, 2, 4 et 15. Une image maintenant, celle d'un très très vieux monsieur. Il est japonais, il vient de fêter son 119e anniversaire. C'est le doyen de tous les hommes à ce jour, dans un pays qui conserve bien, semble-t-il, puisque le Japon compte 1903 centenaires, dont 1500 femmes. Claude Crespo. Il est né sous Napoléon III et adore regarder sur son petit écran les rencontres de sumo, sorte de lutte japonaise. C'est peut-être le plus vieil homme du monde. Shigeshio Izumi est japonais et a fêté hier son 119e anniversaire. Bon pied, bon oeil, Monsieur Izumi devrait encore vivre 10 ans selon son médecin. Et il ne faudra pas moins d'une décennie pour accomplir sa tâche, car le doyen du monde est très sollicité. De nombreux visiteurs viennent régulièrement le saluer chez lui à Isen, dans l'île de Tokunoshima. Et surtout des jeunes mariés nippons qui souhaitent faire bénir leur union par leur vénérable compagnon. Quel est votre secret, maître Izumi? Levez tous les jours à l'aube. Petit déjeuner,
poisson cru, œufs et soja. Ensuite, promenade dans le jardin. La journée se termine invariablement avec un petit verre de shochu, alcool de patates douces. Une vie très régulière et les bienfaits du soleil, voilà la seule explication de son extraordinaire santé. Oji-san, nagaiki shite kudasai. Longue et heureuse vie, grand-père. Les week-ends musicaux sont devenus à la mode ces dernières années. L'un des plus prestigieux et des plus anciens, c'est celui de Langès sur les bords de la Loire entre Saumur et Tours. Il fête cette année son 10e anniversaire. On peut y voir jusqu'à demain 70 jeunes virtuoses dans un concert de musique de chambre exceptionnel. Le reportage de Dominique Torres et Patrice Dutertre. Pour ce concert sous le ciel de Touraine, des organisatrices vraiment avisées, 5 musiciennes qui, autour d'André Colson, depuis 29 ans, partent en tournée, répètent et vivent ensemble, toutes animées d'une seule passion, la musique. J'ai connu André Colson, je l'ai entendu à un concert, j'étais emballée, nous étions un groupe d'amis qui travaillions déjà un peu ensemble, enfin qui nous connaissions. Je suis venue demander à André Colson de s'occuper de nous faire travailler. Petit à petit, nous sommes installés ici, les unes après les autres, parce que c'était plus facile. Et puis, nous sommes restés. C'est une communauté qui n'a pas à chercher à en être une au départ. Ça s'est fait tout seul. N'est-ce pas, Jacqueline? C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. C'est pas un idéal de communauté, c'est un idéal de perfection de musique. Ce que je souhaite. Voilà, je voudrais bien qu'on ait l'impression que ça avance sans que ça prenne un tempo plus rapide pour autant. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On en a parlé de ça, hein. Attention. Une vingtaine de musiciens toute l'année travaillent au château de Vernou. Mais c'est le noyau des 5 fidèles qui, depuis 10 ans, sans jouer elles-mêmes, organisent pour les jeunes ces journées musicales tout en douceur, où il fait aussi bon écouter que vivre. « 70 jeunes virtuoses venus de 35 pays, tous lauréats de grands concours, mettent la musique à l'heure de la Touraine, pour le plaisir manifeste des mélomanes en chaise longue. » La météo avec Alain Gillot-Pétré. J'ai utilisé un texte musical pour le titre de Jacques Brel, Le temps s'immobilise, rien ne change. Regardez la photo satellite, nous avons toujours un anticyclone au large de la France qui fait venir un courant perturbé de nord-ouest, modérément perturbé sur le nord-est. C'est toujours du beau temps sur la majeure partie de la France et il y a toujours des orages qui mijotent sur le sud. Donc la carte ne change pas non plus. La voici pour demain, j'ai simplement changé le jour, j'ai mis dimanche. Donc au nord de la Seine, quelques passages nuageux avec un maximum d'éclaircies. De la Bretagne à l'Atlantique et à la Méditerranée, du grand beau temps. Le soir, quelques orages isolés possibles sur les Pyrénées, gagnant éventuellement le sud du Massif central et le golfe du Lion, mais pas sûr du tout. Ça va très bien. De baromètre en hausse, thermomètre aussi. 19 à 22 degrés sur la moitié nord, pardon, 24. Excusez-moi, j'ai oublié Rennes, 24 degrés. 19 à 24 sur la moitié nord et 22 à 30 degrés sur la moitié sud. On repasse. On retrouve la dizaine de 30. Demain, 1er juillet, pas de minutes de soleil en plus ou au moins, donc tout s'immobilise vraiment. Levé 5h50, couché 21h57. Et bonne fête à tous les Thierry. Dernier journal à 23h30 avec Patricia Charnelet. Apparemment, vous avez oublié votre bison futé, alors allez-y, allez-y. Pardonnez-moi. Bon, ben voilà, 20h29, les départs de cette nuit, il vaut mieux pas la diapositive. Voilà, 3h, 9h, partez maintenant ou partez après 9h le matin, excusez-nous.
Voilà, je vous répète, dernier journal à 23h30 avec Patricia Charnelet. Demain, c'est Michel Honorin qui vous présentera le journal de la mi-journée à 12h45 et Hervé Claude sera dans ce fauteuil à 20h. Bonsoir, à lundi.